Morning guys! Comment ça va? Pour ceux qui écoutent ce podcast sur YouTube, est-ce que vous voyez le nouveau setup? Les gars, je me suis acheté un bras de micro. Comme ça, je peux parler tranquillement dans mon fauteuil avec mon micro qui tient tout seul devant moi. Ah, on me contacte sur mon téléphone. C'était Louise. En gros, c'est la pire chose au monde, n'achetez pas ça, achetez un truc qui tient les micros là, qui se mettent par terre pour ceux qui veulent lancer leur podcast ou quoi. Les bras de micro, il vous faut absolument un truc à côté, une table. J'ai galéré pendant 3 jours à avoir ce setup, c'est dégueulasse. Enfin bref, j'aurais large préféré avoir un truc, le micro en dessous de moi. Enfin bref, c'est pas grave, c'est juste un détail. En tout cas, merci beaucoup d'être de retour. J'espère que le dernier épisode de podcast, vous l'avez kiffé, celui avec tous mes dates. J'ai une copine qui m'a envoyé un message en mode merci, c'était trop bien, elle était trop à fond, je l'aime trop de toute façon. Elle me fait des récaps sur tous mes podcasts et j'adore, c'est mon moment préféré de la semaine, c'est les retours de Mimi, ma copine qui était avec moi en Inde. Trop contente vraiment, moi les retours des podcasts et tout, franchement j'adore, donc merci à ceux qui prennent le temps de me faire des retours et tout, vraiment ça me fait trop plaisir. Et écoutez, aujourd'hui on va parler d'un sujet moins drôle. Je me dis on peut faire des trucs plus amusants, des trucs un peu plus sérieux parce qu'on est aussi là pour grandir ensemble et aussi se sentir moins seul en vrai, parce que ce que je vais raconter aujourd'hui, franchement je me suis sentie un peu seule, c'était un peu anxiogène pour moi toute ma vie. J'ai un peu survécu pendant longtemps avant de me décider à vivre. Disclaimer, aujourd'hui on va parler quand même d'agression, des pédophiles dans la rue qui draguent les gamines de 14 ans, d'agression physique, de frotteurs dans le métro. Donc si jamais c'est un sujet qui vous met dans le mal, et je préfère vous prévenir que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et que si ça vous trigger un peu trop, faut peut-être pas écouter cet épisode de podcast. Si jamais c'est un truc qui vous trigger mais que vous avez besoin de moins vous sentir seul sur le sujet, je pense que c'est un épisode qui peut vous aider. Après je tire un peu mes coups de gueule aussi dans cet épisode, je vais vous le dire honnêtement, j'enregistre ce disclaimer après coup, parce que j'y ai pensé après. Et voilà, je parle de toutes mes expériences avec les hommes dans la rue, on va dire. Par contre, petit disclaimer encore une fois, juste, je sais pas si je l'ai fait la dernière fois, mais en fait, j'ai pas de fenêtre. Enfin, j'ai des fenêtres, mais c'est comme si j'en avais pas. Donc, il y aura des bruits de klaxons, sûrement des chiens et tout. I am so sorry. Enfin, là, je ne peux rien y faire. Mon micro, il fait le max. Il fait quand même plus que d'autres micros, il est vraiment cool ce micro, mais voilà, toute chose a ses limites, et franchement, les limites du bruit en Inde, voilà. Bon bref, on peut commencer. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu l'idée de parler de ça. Dans tous les cas, c'est un sujet qui me travaille parfois la nuit, vous savez, quand on fait ses meilleures insomnies. Bah voilà, c'est des choses auxquelles je pense, tout ce que je vais vous raconter là. Donc là, je suis un peu sur le fauteuil de chez ma psy et je raconte ma Yves, mais j'ai pas non plus travaillé ce podcast. C'est-à-dire que normalement, je viens quand même avec une structure. On va dire, je me dis que d'abord, je vais parler de ça, puis enchaîner sur ça. Là, j'ai rien. J'ai rien parce que je fais déjà des insomnies en ce moment parce que je suis perdue dans ma Yves. Je le dis souvent dans mon canal. En ce moment, c'est vraiment une période où je suis en mode, je sais pas ce que je fous et je sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je vais pas me rajouter des insomnies, c'est-à-dire des nuits blanches, clairement, parce qu'à la limite maintenant je m'endors même si c'est à 6h du mat, mais je vais pas m'en rajouter, j'allais pas m'en rajouter en essayant de taffer ce sujet, parce que c'est déjà un sujet qui m'a tenue éveillée plusieurs nuits dans ma vie. Je me suis juste dit, vas-y, je m'assois sur mon fauteuil et on va être authentique, on va être... Oh, ma caméra vient de lâcher. Alors par contre tu vas pas commencer ma belle. Je pense que c'était ma batterie défaillante. Enfin, bref. Donc je me suis dit, je m'installe comme si j'étais chez ma psy et je commence. Je pense que je vais faire les choses un peu chronologiquement. Je vous ai toujours pas dit de quoi je parlais, mais bon, c'est un peu dans le titre aussi. Je vais parler d'être une femme. En tout cas, d'être une femme en France, d'être une femme dans ce monde, vivre en tant que femme sur ce globe, parce que la Terre n'est pas plate. Je tiens juste à le préciser quand même. Je vais parler de mes expériences avec les hommes dans la rue. Je vais parler de mes agressions, parce que j'ai été agressée plusieurs fois. Je vais parler de comment je me suis sentie, comment ça m'a pesé sur le moral. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Comment c'est venu détruire en fait mon état, ma santé mentale. En vrai, j'ai quand même toujours eu une santé mentale. Bah oui, une santé mentale solide, on va dire. C'était aussi quand même lourd et je vais pas me cacher derrière le fait que tout était bien, tout était easy. Mais je suis pas non plus là pour faire genre ma vie c'était horrible. Enfin, toute ma vie ça a été un calvaire et tout. Franchement, si je fais le récap de ma vie, je kiffe ma vie. Quand je pense à ma vie, je me dis pas putain mais quel enfer. Je me dis moi je kiffe ma vie. Franchement, chaque occasion je sais la saisir. Tout ce que je vous dis, ça m'a pas forcément empêché de vivre. C'est juste ça a été un facteur un peu relou. Mais en fait, je vous jure, je vais vous raconter. En fait, ça va être anecdotique et ensuite lier mes émotions et tout. Je crois que très jeune, j'ai compris qu'il y allait avoir un petit problème avec les hommes. Il y a vraiment 2 scènes avec le même homme dans mon quartier qui se sont passées quand j'avais
Les gars, j'étais jeune, sa mère, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Entre 9 et 10 ans, j'ai aucune idée, ma mémoire est un peu floue. Mais aussi parce que dans les moments comme ça, ma mémoire aime bien dire je vais pas supporter ça, allez, bisous, on s'occupe d'autre chose. Mon cerveau, franchement, il me protège, il se protège et il me protège en érasant des données, en supprimant des données. Je suis dans une boucherie, je suis dans notre boucherie classique avec ma mère et il y a cet homme derrière nous. Et cet homme, je le vois, c'était un gros monsieur bien balèze, bien Gérard Depardieu, vous voyez, même gabarit, avec sa canne. Et je me dis, il y a un gros problème avec lui. Je me sens pas bien et je suis à côté de ma mère. Je me rappelle, j'étais toute petite, c'est-à-dire qu'il y avait un comptoir et genre ma tête dépassait à peine le comptoir. Et en fait, le monsieur il est derrière et il me regarde d'une manière. Et je dis à ma mère, maman, j'ai peur. J'ai jamais compris la réaction de ma mère qui était en mode, oh c'est bon, hello. Elle a dû se dire, mais on est là dans une boucherie, il y a un monsieur devant nous, le monsieur derrière, en vrai il y a rien, hello, t'inquiète. Et il faisait des trucs bizarres avec sa canne, genre il essayait de me toucher les pieds avec sa canne, il se rapprochait de moi et tout. Il me faisait peur, les gars, mais il me faisait peur. Il y avait un truc dans son regard. Franchement, il m'avait terrorisé ce jour-là dans la boucherie. Ça avait pas duré longtemps, on était partis vite, hein. On avait acheté nos steaks hachés, on était partis. Mais la manière dont il avait essayé de me coller et de me coincer, aussi il avait essayé de me coincer dans le coin de la boucherie. C'était très bizarre. Et là, se passe 2-3 semaines. Je suis dans mon supermarché. Non, quand même, je devais avoir 11-12 ans parce que je me rappelle que c'était dans la section soda et que je buvais déjà des sodas et que j'avais déjà des pièces pour aller m'acheter des sodas. J'étais jeune, mais vas-y, j'avais pas encore 13 ans, vous voyez. Et là, je vois le monsieur. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu l'impression que le supermarché était vide et qu'il y avait que moi et ce monsieur. L'ambiance était lourde, l'ambiance était palpable. Et ce monsieur, il est là. Putain, je suis vraiment allée dans le vif du sujet directement. Le monsieur, il m'attend au bout de l'allée. Et je le vois au bout, genre, il me regarde, il me fixe. Et je me dis, oh là 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 là, c'est le même monsieur que la boucherie la dernière fois. J'ai peur, les gars. J'ai peur. Et cette peur, elle m'a jamais quittée jusqu'à aujourd'hui, j'ai 25 ans. Cette peur, je l'ai ressentie tellement jeune, cette peur pour ma vie. Et j'ai eu peur tellement tôt qu'aujourd'hui, cette peur, elle m'accompagne au quotidien. Cette peur, elle m'accompagne quels que soient les événements dans ma vie. Parce que je l'ai connue trop tôt et que j'ai pas su la gérer. Et que j'ai pas mis des choses en place. Aussi, je suis un trou du cul, hein. Mais j'ai pas mis des choses en place pour contrer cette peur dans des situations où je peux me retrouver en danger. Et donc, je me casse dans une autre allée, je vais faire d'autres courses. Et je sais qu'il me suit dans le magasin. Et je sais qu'il est là, il est dans les alentours. Et je retourne parce que moi j'ai pas chopé mon soda, le monsieur m'a fait peur, enfin je sais très bien, je sens déjà que ce monsieur est un gros pédophile. Ok, j'ai été formée très vite, mais bon, j'ai l'air d'une gamine mon pote, il me suit et tout, bref. J'arrive à la caisse, je le vois au loin, donc j'attends qu'il paye. Et en fait, mon prix il est fait de sorte que quand tu sors des caisses, t'as un escalator qui te fait monter, tout le haut est un peu ouvert. C'est un peu genre une terrasse, je sais pas comment vous dire, mais en gros, tu vois ce qui se passe en haut, il y a genre des balcons un peu autour et tu peux voir de spi ce qui se passe en haut. Moi je paye et je vais pour prendre l'escalator et juste je regarde en haut si le mec il est là. Le monsieur, le gros bonhomme qui ressemblait à Gérard Depardieu, je vous jure que c'était Gérard Depardieu les gars, c'était la même... Enfin c'était pas lui hein, mais c'est pour vous représenter le personnage, genre c'était ça que j'avais en face de moi. Obélix avec une canne, je vous jure. Il est là par-dessus le balcon et il me regarde. Donc moi je sais très bien que si je monte ces putains d'escalators, il va m'attendre en haut. Donc je fais quoi ? Oh les gars, j'étais une petite gamine, hein. Franchement aujourd'hui je fais ça, je gueule. À la limite maintenant je gueule, je fais hey, tu veux quoi, vas-y casse-toi de là, tu vois. Mais là j'ai peur sa mère. Et de l'autre côté il y avait des escaliers, donc je prends les escaliers, je monte les escaliers, j'arrive en haut des escaliers, le mec est là, il m'attend avec sa canne là. J'ai peur sa mère, je redescends en courant et tout. Je revais voir vers l'escalier, mais en fait en haut entre les escalators et les escaliers, le haut des escalators et le haut des escaliers, il y a 5 pas. Donc lui il peut très bien aller très vite. Moi le temps que je monte, un des deux moyens pour monter, enfin il m'attend en haut. Donc je retourne vers les escalators et je le vois en haut des escalators. Donc je me dis, bah je vais pas m'en sortir. Donc le mec se remet sur la véranda pour voir où je vais. Je vais voir l'agent de sécurité qui me croit directement, donc ça, merci à lui vraiment. Je sais pas s'il voit le monsieur à ce moment-là, mais en tout cas on monte ensemble et bien évidemment le monsieur avait disparu complètement et j'étais en mode oh putain il a dû partir et il m'a vu vous le dire tu vois de là-haut. Vas-y, on essaye de sortir, on regarde aux alentours du supermarché et il y a personne. Et moi j'habitais au bout de la rue. Donc il me dit bah attendez, j'essaye de trouver quelqu'un pour me remplacer et genre je vous ramène chez vous. Et j'étais en mode non mais vous en faites pas, genre vraiment j'habite à côté, genre je vais courir pour ma vie, je vais rentrer dans mon immeuble et bah ça c'est terminé. Et voilà, ce monsieur je l'ai plus jamais revu mais aujourd'hui je me rappelle quand même bien de tous ces deux événements à la boucherie et au supermarché. Et en fait, ce que je trouve absolument ignoblissime, c'est que les gars, j'étais tellement jeune et qu'il m'arrive une dinguerie comme ça avec un vieux pédophile. C'était le début de la descente aux enfers.
ou alors la montée aux enfers, je sais pas. De ce moment-là jusqu'à mes 17 ans, je dirais, ma vie a été un calvaire quand il s'agissait de sortir de chez WAM. Alors ma relation aux hommes, quand il s'agissait d'être à l'école, mes copains et tout, vraiment pas de galère. Genre à ce niveau-là, je me suis jamais sentie sexualisée ou harcelée ou quoi que ce soit au sein de l'école ou avec mes potes. Mais dès qu'il s'agissait de sortir de chez WAM, sortir de l'école ou quoi que ce soit, je me sentais en danger constant. Et je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est dur mentalement de vivre constamment sur le qui-vive. Ça se dit dans le qui-vive? Non, c'est pas du tout dans le qui-vive. Je vivais sur le qui-vive. Attendez, quand même, je vais faire une recherche Google parce que j'ai pas envie d'avoir l'air trop stupide. Ici, quand on sait pas, on cherche. C'est pas la honte de chercher des réponses sur le qui-vive. Très attentif à ce qui se passe et prêt à réagir à la moindre alerte. Et bah, c'était exactement ça ma vie. En fait, les gars, pendant des années, surtout à partir de mes 13 ans, les hommes autour de moi, ils me remarquaient. Je pense que ça fait ça pour la majorité des jeunes filles. Moi, quand j'en parle autour de moi, tout le monde est en mode ouais, pareil. Mais c'était constant. C'est-à-dire que pendant des années, il n'y avait pas une seule fois où je sortais de chez moi où j'avais pas une galère, où j'avais pas un mec qui venait me parler, qui venait me draguer, où je me faisais suivre. Franchement, il m'est tout arrivé. Des mecs qui me suivaient, des groupes de mecs qui me suivaient, qui essaient de me traquenard dans le métro. Mais il m'est arrivé tellement de trucs. Mais encore aujourd'hui, il m'arrive des trucs anecdotique où je me dis c'est bizarre. Je vais vous raconter les anecdotes. Déjà il y avait une fois où je me baladais avec ma pote et là il nous était rien arrivé en soi, mais en fait tous les mecs je sais pas comment vous dire, quand je vous dis que je me sentais constamment observée et je me disais mais c'est dans ma tête, c'est pas possible, enfin on peut pas me regarder autant, c'est pas, dès que je me tourne j'avais l'impression d'être regardée. Et il y avait une fois où je me baladais avec une copine et elle m'a dit putain Hello, on se sent quand même un peu moche à côté de toi. On était jeunes, on était au lycée. On se sent quand même un peu moche à côté de toi parce qu'il y a vraiment tous les hommes qui te regardent. Et à ce moment-là, ça m'a donné un peu la validation du tu te fais pas un film, t'es pas dans un délire de tu crois t'es une star, tout le monde te regarde. C'est genre, c'est réel ce qui se passe. Des fois, j'avais des maris avec leurs femmes qui me faisaient des clins d'œil ou avec leurs copines, même avec ses enfants. Des mecs avec leurs enfants qui venaient me draguer et tout. Et je me disais, mais en fait, j'ai pas envie qu'on vienne me parler, j'ai pas envie qu'on vienne me draguer. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Les mecs qui viennent me draguer aujourd'hui dans la rue, ça m'arrive. Ça m'est arrivé là le mois que j'ai passé à Paname. Les mecs qui sont relous parce qu'ils veulent pas lâcher l'affaire, dans le sens où tu fais bien comprendre que t'es pas en train de faire la discute avec lui. Le mec qui force la discussion était en mode bah mec, je t'ai jamais dit et toi, enfin t'es là, tu me parles. Ils prennent mieux le non, je trouve, les hommes de nos jours. Mais je pense que c'est aussi parce que, je sais pas, je dois avoir de la chance. Je pense que mon karma, il est en mode, c'est bon, elle en a assez vu, on va la laisser. Maintenant, si je dis non, ça va. Avant, si je disais non, ça passait pas, les gars. J'ai une fois où je rentre dans le métro, je sens il y a 4 gars, vas-y, ils sont chelous, tu vois. Et tu sais, à chaque station, ils se rapprochaient de WAM et tout, ils parlaient entre eux, des petits cons, quoi. Et je suis là, assise en mode, c'est chaud pour ma gueule. Je fais croire à un moment donné que je sors à une station, ils sont prêts à descendre, tu vois. Je sais que je suis dans la merde. On arrive à ma station, j'attends le dernier moment, je sors du métro. Je suis partie en courant, les gars. Je savais que c'était la merde, ils me voulaient de la merde, ces 4 petits cons. Je sortais de chez WAM, les gars. Je me posais sur une terrasse de café, il y avait un mec qui venait s'asseoir à côté de moi, il se collait à WAM, je comprenais pas. Mais il y avait aussi des mecs qui juste, ils me touchaient. J'ai beaucoup d'anecdotes de mecs qui viennent et juste, ils me touchent. Je me rappelle d'une fois où souvent, je suis toute seule quand ça m'arrive et je me dis, c'est tellement bizarre. Et je me rappelle d'une fois, et des fois tu te dis, pour les hommes qui écoutent, on a tendance à se gaslighter nous-mêmes avec les meufs, enfin en tout cas moi c'est le cas, et de me dire mais non vas-y c'est dans ta tête, mais non vas-y c'est pas arrivé, n'importe quoi meuf. Une fois j'étais en train de marcher avec des potes, on sortait d'un truc, on était rue de Lappe, il y a un mec qui passe à côté de moi et genre juste il me touche l'épaule. Et mon pote il m'a regardé, il m'a fait il vient de te toucher l'épaule et j'étais là ouais, il m'a dit mais pourquoi? Je dis mais tu crois j'ai plus de réponses que toi, j'en sais rien, genre ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, on vient, on me touche la main, on me touche. Mais je suis quoi? Je suis un koala, je suis un singe, on est au zoo, dans un zoo ouvert, je comprends pas. Et à force, en fait, de mecs qui me suivent, les gars, les mecs qui te suivent dans la rue, putain, c'est un enfer. Mais combien de fois je suis allée me réfugier dans des magasins? Mais je crois que le pire, c'est quand tu te réfugies dans un magasin et que tu dis, pardon, je reste juste là parce qu'il y a un mec qui me suit. Et les gens, ils font, ah ouais, t'inquiète, ok. Et les gens, ils s'en battent les steaks, sa mère, c'est un délire. Je trouve que la situation s'est quand même améliorée. Parce que maintenant, s'il y a un mec qui vient te faire chier, souvent t'as une meuf, un mec autour qui vient t'aider. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle, il y avait une fois, les gars. En fait, c'est trop, je suis pas là pour vous raconter toutes les anecdotes, on va plus passer après aux agressions et aussi au comment je l'ai vécu. Mais genre, il y avait une fois où je marche, 2 mecs d'affilée, quoi. Je marchais tranquille et là, il y a un mec, en fait, il me suivait, il essayait de me coller. Dès que je m'arrêtais, il s'arrêtait, je recommençais, il recommençait, machin. Oh, c'était un calvaire.
Et le mec était bourré à la mort. Et c'est surtout, tu sais jamais comment tu dois réagir. En tout cas en France. En Inde, c'est différent. En Inde, tu t'énerves, tu t'arrêtes, le mec il arrête, il part. En France, c'est pas du tout la même chose. T'es à deux doigts de tout le temps te faire tabasser, de te faire insulter. Combien de fois je me suis fait insulter de grosse pute parce que j'ai pas voulu donner un numéro. Combien de fois il y a des mecs, ils sont en voiture, ils crient ouais ma belle et tout est trop belle. Et tu fais vas-y casse-toi. Et là ouais sale pute, grosse connasse et tout. Et t'es en mode frère, je t'ai juste dit de pas m'interpeller comme ça dans une voiture. Enfin, pourquoi je me fais insulter de grosse pute? Pourquoi quand on me demande un numéro de téléphone et je dis non, tout d'un coup je suis une grosse connasse, je suis une grosse pute, je sais pas quoi. Les gars, combien de fois je me suis fait insulter dans la rue? Là, je suis pas en train de raconter ça en mode ça m'arrive qu'à moi. Je comprends bien que ça arrive à beaucoup de meufs parce que j'ai des copines et que je sais que c'est une galère. Mais bon, là, je suis en train de raconter mes anecdotes. C'est juste, déjà, ça fait du bien d'en parler. De deux, je pense que beaucoup de meufs peuvent relate, se retrouver dans ce podcast et se sentir moins seule aussi. Parce que moi, tout au long de mon adolescence, en fait, j'ai eu l'impression d'être seule et j'en pouvais plus. Putain les gars, je n'en pouvais plus. J'en avais marre de me faire insulter. Toute ma vie, j'étais une grosse pute et une grosse connasse parce que je voulais pas donner mon numéro. Ou parce que j'étais pas intéressée par le kemé. Et vous savez ce qui me fume le plus, enfin ce qui m'énerve le plus et ce qui me tend... En fait, je comprends pas pourquoi les hommes, quand ils viennent draguer une meuf, ils savent pas que le nom existe. Genre ils sont pas au courant qu'en fait ils peuvent pas plaire à tout le monde. Je vous jure, ce qui m'énerve le plus, ça aussi c'est un putain de harcèlement au final, c'est les cums qui te font des avances, mais même tes potes, hein. Combien de mecs c'est arrivé dans ma vie qui te font des avances, t'es pas intéressé et tout d'un coup tu deviens la grosse connasse dans l'histoire. Ça je ne comprends pas. Les égos fragiles des mecs, c'est un truc, ça me tend le putain de string. Et ça c'est le cas des mecs qui viennent... Est-ce qu'on peut parler d'harcèlement? Je sais pas, parce que pour eux c'est peut-être pas un harcèlement parce que c'est ponctuel. Moi vu que ça m'arrive tout le temps, et les femmes ça leur arrive tout le temps, nous c'est du harcèlement. Ou les mecs qui viennent te demander ton numéro, non, et tout d'un coup ils se vénèrent. Et tout d'un coup, toi, t'es la meuf, juste tu veux pas donner ton numéro, juste tu veux pas donner ton Insta, juste t'as pas envie d'échanger avec le kemé. Et maintenant t'as peur pour ta vie parce que t'as pas voulu partager plus qu'un bonjour, au revoir avec le monsieur en face de toi. Et voilà, et c'était ça. Et en fait, dès que je sortais de chez moi, pendant des années, c'était juste un calvaire. En fait, je survivais, j'étais sur le qui-vive. Et du coup, j'étais en colère tout le temps. Et je pense que ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur TikTok, il me semble. Il y a un truc sur lequel je travaille, moi, c'est ma colère. Je suis très colérique, très impulsive, parce que, en fait, vu que j'y garde les trucs pour moi, ces trucs-là, c'est pas forcément des trucs dont j'ai parlé en thérapie, c'est des trucs où j'ai beaucoup parlé avec moi-même pour essayer d'évoluer, comprendre ce qui se passait et admettre les choses avec moi-même, surtout après des agressions, on va y venir, où j'ai travaillé sur ça pour aller mieux. Aujourd'hui, ça va, regardez. Ah ouais, après tout ce que je vous ai raconté, j'habite en Inde. Donc c'est que forcément ça va mieux et que j'ai pas tant peur pour ma vie aujourd'hui comme c'était le cas plus jeune. Mais bon, les hommes en Inde et les hommes en France, c'est pas la même chose. J'ai pas peur de répondre ici aux hommes. J'ai peur de répondre en France et je réponds très rarement en France parce que tu te fais très très vite insulter ta grosse daronne en France. T'es à rien de te prendre une grosse gifle en France. En Inde, pas du tout. Je vous jure, les Indiens, il en faut beaucoup pour les énerver, il en faut beaucoup pour les impatienter, il en faut beaucoup pour les irriter. Donc une meuf qui leur dit « ferme ta gueule, dégage de là », eux ils sont pisses, ils font ok, bisous ma belle. En Inde, tu dis dégage de là, et bah c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'étais en train de raconter avant de partir dans mon meilleur coup de gueule. Je sors de chez WAM, je devais aller je sais pas où, et il y a un kemé, là il est là, il me suit et tout. Moi je commence à plus en pouvoir en fait. Il y a toutes mes années d'harcèlement de rue derrière WAM. Je regarde le cum, et je lui dis c'est bon, tu veux quoi là en fait? Le mec il me gaslight, il me regarde comme ça, il fait quoi? Quoi, j'ai fait quoi même? J'ai rien fait. Je me dis bah ça y est, c'est chaud pour ma gueule, voilà, j'ai dit au mec d'arrêter, et puis les mecs ils nient, ils aiment trop nier, qui sont en train de faire une dinguerie. Et là je me dis bah là c'est le moment où je vais fermer ma gueule parce que je sais pas me battre, je sais pas me défendre, et puis si je dois utiliser mes poings, je suis même pas sûre de savoir taper quoi. Je suis là genre c'est bon, je sais très bien ce que t'es en train de faire, tu vois, genre vas-y avance, moi je reste là, avance, et il la mettait sérieuse, machin et tout, le mec est drogué sa mère, il me rentre dedans quoi. Et je suis en mode oh putain. Et au final c'est un petit, genre il devait avoir 16 ans, qui est venu m'aider. Et lui non plus, il a pas trop compris ce qui était en train de se passer. Le mec est parti en voyant Enfin ouais, le bonhomme est parti en voyant le mec m'aider. Et le mec il m'a même pas câlin. Genre c'était super drôle. Genre il a juste voulu m'aider mais il voulait vraiment pas discuter avec moi. Et j'étais en mode ah merci mec et tout. Genre vraiment ça commençait à être un peu la merde. Il était là ouais t'inquiète. Et genre il est parti. On avait rien à foutre. Et après il y a un autre mec qui est venu me parler et je commence à être fatiguée. Et là, j'étais un peu dans la lune, tu vois. Et en fait, je l'écoute pas. Tu sais, moi, je suis dans mes pensées et tout. Je suis juste en mode, je vais rentrer, je vais aller me coucher, quoi. Là, ça y est, j'ai eu mon trop-plein. Le mec, il me parle, et je suis là, quoi et tout. Et en fait, il me parlait et
J'ai pas eu peur, mais j'étais juste en mode quoi? Et je lui répondais pas, il parlait et tout. J'étais là, quoi? Vraiment, c'était ça la discussion. Et il y a une meuf qui est venue et j'étais vraiment dans les vapes à ce moment-là. J'étais tellement fatiguée. Je pense que ça m'avait épuisé, l'autre mec, et ça, et tout le temps une galère quand tu sors. La meuf, elle me dit, meuf, comment ça va et tout. Enfin, elle me sort de ça en mode, et tout, ça fait trop plaisir de te voir, ça fait longtemps, machin. Le mec se barre et elle me dit, ça va et tout. J'étais là, quoi? Ouais. J'étais pas du tout réceptive à ce qui se passait. En fait, mon adolescence a été une continuité de battle avec les hommes dans la rue. Et il y avait toujours des travaux dans ma rue. Il y a toujours des travaux à Paname. De toute façon, ça fait 20 ans, il y a des travaux à Paname. Voilà, c'est comme ça. Donc t'as toujours des mecs qui sont là, tu passes, t'as 14 ans, ils sont là, ils te sifflent. J'ai commencé à être en colère en fait. Dès qu'un homme ouvrait sa bouche, en fait j'étais vénère. Le vieux mec qui me siffle, j'ai 14 piges. Il y a un vieux daron de 50 ans là. Il est là, il me siffle. C'est pour me tendre. Ces vieux pédophiles. Les hommes, je suis désolée, après bien sûr, si vous êtes un homme, vous ne vous sentez pas concerné par ce que je suis en train de dire forcément. Sentez-vous concerné si c'est le cas. Si vous faites que de draguer des meufs de 14 ans parce que vous êtes des gros pointeurs. Si c'est pas le cas, si vous pointez jamais de la sorte, vous n'êtes pas concerné par les paroles que je vais tenir. Mais les hommes, c'est des putains de pédophiles. Pourquoi quand j'avais 14 ans, je me faisais siffler H36? Pourquoi quand j'avais 15 ans, je me faisais siffler tout le temps? Pourquoi je me faisais suivre? Pourquoi il y avait des mains un peu trop baladeuses dans le métro? Pourquoi quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans, j'étais tout le temps en colère contre les hommes? Tout simplement parce que c'était des putains de pédophiles. Je vous jure les gars qu'aujourd'hui je me balade dans la rue, je me fais pas siffler. Je me fais pas autant draguer. Je me fais draguer par des queumés qui voient bien que je suis en âge d'être draguée. C'est des mecs de mon âge qui me draguent. Les gars, toutes les anecdotes que je suis en train de vous donner, c'était que des vieux darons, comme le pédophile là, du début. Grandir en étant une meuf, à Paname en tout cas, ça m'a fait grandir en colère. J'ai grandi avec une colère en moi parce que c'est des émotions que j'ai pas extériorisées. J'ai pas extériorisé mes peurs, j'ai pas extériorisé mes angoisses, mes énervements, ma frustration. J'ai pas extériorisé tout ça et tout ça, je l'ai gardé en moi et c'est devenu de la colère. Quand je vous dis que j'étais in a fighting mode, j'étais en mode je vais me battre H36 en grandissant, c'est que vraiment j'étais pas en train de vivre ma vie, j'étais en train de survivre et j'étais en mode battle. Du coup, à partir d'un moment, j'étais vénère. À 15 ans, ça faisait 3 ans maintenant que il m'arrivait que des dingueries. Dès qu'un mec me regardait, je l'agressais. Dès qu'un mec me regardait, j'étais là, quoi, tu veux quoi? Tu le sais, quand t'es une femme, je suis désolée, tu le sais. Tu le vois dans les yeux d'un homme si dans sa tête il est en train de te canner ou pas. J'espère que vraiment je vais pas me faire terminer par Spotify et les plateformes avec tous les gros mots que je suis en train de dire, mais ça vraiment. Voilà! Vous découvrez une autre facette de moi, c'est que je suis quelqu'un quand même d'assez vulgaire. J'essaye de travailler dessus, mais là, dans des sujets comme ça qui me tiennent à cœur, c'est un peu compliqué. Les hommes, les pédophiles comme ça, vraiment, c'est un truc, ça me tend. Et vient un jour où je suis au lycée. Vous voyez bien à quel point j'ai pas travaillé ce podcast, hein. Je pars dans tous les sens, mais bon, au moins ça vient du cœur. Je suis une meuf éparpillée, bah voilà, ce podcast il est éparpillé, et j'espère que ça va aider des meufs à se sentir moins seules surtout, aider des mecs à comprendre aussi ce que c'est que d'être une femme, parce que ma situation, c'est la situation de la majorité des femmes. Grandir en tant que femme en France, ça ressemble à ça. Donc c'est aussi pour ça, ça m'énerve, moi, les mecs qui disent c'est pas plus dur d'être une femme que d'être un homme. Pardon. Moi, un mec qui tient ce genre de discours, généralement, je le garde pas très longtemps dans ma vie. Après lui avoir expliqué, j'explique, hein, mais s'il veut toujours pas entendre mon point de vue, alors que je suis une femme, alors là, j'accepte pas du tout. S'il y a bien une chose que j'accepte pas, c'est un homme qui ne prend pas mon expérience de vie comme une preuve que c'est plus dur d'être une femme que d'être un homme. Je comprends toujours pas aujourd'hui comment tu peux penser que c'est aussi facile d'être un homme que d'être une femme. Je suis désolée, mais moi j'ai peur pour ma vie à chaque fois que je mets le pied dehors. À chaque fois que j'ai une soirée, je suis obligée de penser à comment je vais rentrer de la soirée, à comment je vais m'habiller. Je vais pas prendre le métro, je vais prendre un taxi. Est-ce que je vais à la soirée parce que le taxi va me coûter une blinde? Genre moi, rentrer en métro, si je suis toute seule, c'est mort de chez mort. Il m'est arrivé que des dingueries dans les métros. Je me suis fait toucher. Il y a un mec qui s'est branlé sur WAM. Enfin, devant moi, il s'est branlé, il a éjaculé, tout ce que vous voulez. Je me suis fait agresser, je me suis fait toucher, vraiment agressé, plaqué contre un mur et tout. J'ai eu un frotteur. Croyez-moi que le métro, c'est ma hantise. La journée, il y a pas... Et encore la journée. Mon agression où je me suis fait plaquer contre un mur, c'était un matin à 9h du matin, donc vraiment super. Moi, je dois penser à... Enfin, quand je dis moi, évidemment, c'est les femmes en général. Hein. Vous entendez bien que juste là, je parle pour moi. Parce que je peux pas non plus parler pour tout le monde, mais j'imagine que c'est le cas de beaucoup de femmes. Il y a des soirées, j'y vais pas, parce que je sais que ça va me coûter trop cher en taxi. Donc, mes anecdotes. Je dis mes agressions plutôt. Première agression violente, on va dire. Je suis en première du lycée. Je me rappelle ce matin-là, j'avais bac blanc. Je prends le métro, je suis un chouïa en retard. Et il y a un keumé. Il arrive. En fait, il y avait personne dans le tunnel. Enfin, dans le passage. Parce que moi, je prenais un passage à contresens pour arriver plus vite à la rame de métro. Et lui, il arrivait. Enfin, il sortait du métro. Le mec, il arrive. Et en fait, j'ai pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. Vraiment, il me chope. Il me
pousse contre le mur, il me kéblo et il commence à me tripoter sous les vêtements. J'ai essayé de crier, il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche. Je suis restée là en mode sous le choc et tout. Et ça c'est horrible, c'est que je savais très bien que si je m'arrêtais, que j'allais voir les agents de la RATP, que j'essayais de porter plainte et tout, ça aurait pu m'aider, mais d'un autre côté j'avais bac blanc. Et en fait, les lycées privés, tout, même les écoles de commerce, t'es en retard quelle que soit la raison, c'est 0. Et c'est rattrapage. Bon, école de commerce c'est rattrapage. Genre au lycée là ça aurait été 0 et ça m'aurait foutu dans la merde de ouf dans ma moyenne. C'est vraiment de la merde. Et pour ça, franchement, les établissements scolaires, vous pouvez mieux faire. Genre mon école de commerce, je sais très bien qu'il y a eu des cas où ça a été des gros bâtards et il y a des gens qui ont fini par redoubler leur année parce que... alors que c'était des cas où la meuf a fini à l'hôpital ou que des dingueries. Et vas-y que ça redouble et tout. Vraiment, il y a des... Enfin, c'est mon école pour ça, vraiment des gros bâtards. Donc j'ai enchaîné ma journée en fait. Je suis partie en cours et moi j'ai le rire nerveux. C'est-à-dire que je suis arrivée en cours et je riais nerveusement de ce qui m'était passé. Je l'ai raconté à une copine. Mais le PTSD, je sais que je l'ai toujours aujourd'hui en fait. Longtemps après, dès qu'il y avait des bruits soudains, je sursautais. Aujourd'hui encore, hein, je le sais, des fois je suis en train de marcher dans la rame de métro, il y a quelqu'un qui sort soudainement. C'est en mode, il se rend compte que c'est sa station, il sort soudainement et c'est devant WAM. Je peux crier. Je sursaute. La dernière fois, j'étais devant chez WAM et il y a un keumé, juste il fait un truc, il met sa capuche, tu vois. Et vu que c'était dans le coin de mon œil, et j'ai sursauté, j'ai eu peur. Ça, c'était il y a 1 mois. Alors, bon, vu que j'en ai jamais parlé en thérapie, j'ai jamais été diagnostiquée avec un PTSD. Mais bon, clairement, c'est des réactions à un trauma, quoi. Donc, il y a eu ça. Il y a eu... putain, ça, je me rappelle, j'avais 14 ans, un truc comme ça, j'étais dans le métro. Et là, je me tourne et je vois un keumé, en fait, il est en train de se branler sous son pantalon. Il est en train de me regarder, il est en train de branler. Et puis, il éjacule. C'était dégueulasse, sa grosse mère. Il y a une autre fois, j'étais assise dans un bar. On est en plein hiver. J'ai un gros menton, on voit que ma tête. Et il y a un mec à l'extérieur de la terrasse, dans un coin. Ça fait 10 minutes qu'il me regarde, tu vois. Et en fait, pendant 10 minutes, je suis là, je regarde le keumé, je parle à un pote et de temps en temps, je le vois toujours, il est là, il me fixe sa mère. Et quand je vous dis, il me fixe. Et en fait, c'était une baie vitrée. Et à un moment donné, la personne qui était assise, en gros, il était derrière quelqu'un, et la personne se lève pour aller faire je sais pas quoi, sûrement aller aux toilettes. Et je vois le mec, et en fait, je vois sa main dans son pantalon, et en fait, il est en train de se branler sur moi depuis 10 minutes. Et là, je suis sous le choc, tu vois, je suis en mode quoi ? À un moment donné, je sais pas, genre je me lève, mais vraiment pour aller voir les serveurs. Et en même temps, j'essaye de lui faire croire au mec en le regardant que je vais aller le voir et lui défoncer sa gueule. Je me suis levée, j'ai pas eu le temps de cligner des yeux que le mec avait disparu. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a vraiment un keumé qui vient de se branler pendant 10 minutes sur ma gueule. Ça me dégoûte. Dans le métro aussi, ça c'était en master, dernière année d'école de commerce, il y a un keumé, en fait, il s'est frotté. En fait, je suis dans les vapes, moi, le matin. Il me faut bien 2-3 heures pour me réveiller. Et encore, après m'être réveillée, je pourrais faire une sieste directement après. Tous les matins à 9h, je suis là sur ma meilleure ligne 9. Dans les vapes, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'habitude qu'il y ait énormément de monde sur la ligne 9. T'arrives dans la ligne 9, t'es dans la foule. Et ce matin-là, il y a personne. Mon cerveau, il enregistre pas qu'il y a personne. Je suis limite en train de dormir. Et je sens que ça me colle derrière. Mais je me dis, normal que ça me colle. Il y a du monde. Et à un moment donné, je reviens à la réalité, je suis plus en train de rêver, je me réveille, ma station elle est genre dans 2 stations. Là je réalise que le wagon il est vide, donc pourquoi on est en train de me coller derrière ? Et je me tourne, il y a un homme derrière moi qui était en train de se fucking toucher sur mon cul. Donc je me décale et tout, et je sais pas comment réagir parce que t'es dans la peur. Tu sais très bien que les hommes ils sont agressifs. Et donc je m'énerve, c'est la peur, l'énervement, tout. Je suis en mode mec t'es sérieux et tout, t'es vraiment un gros dégueulasse, vas-y bouge de là, ou change de wagon, casse-toi. Le mec il me met un coup de pression. Le mec il est en tort, il me met un gros coup de pression, il me fait quoi ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait quoi ? Il y a personne qui dit rien, évidemment dans ces situations, il y a jamais personne qui dit quoi que ce soit. Et moi je suis en mode mais tu sais très bien ce que t'as fait et tout, vas-y dégage, je veux pas voir ta gueule. Et il me cala pas, enfin il part, tu vois, il part de son côté. Je suis allée porter plainte, en fait je suis pas allée porter plainte tout de suite. Dans toutes les anecdotes que je vous dis, je suis jamais vraiment allée porter plainte parce que... à quoi ça sert ? C'est vraiment ça, c'est vraiment à quoi ça sert. T'as une chance sur 2 que le policier il soit là en mode il s'en batte les couilles, il remet la faute sur toi, il te demande comment t'es habillé. T'as une chance sur 2 que ça te donne rien, enfin voilà. Mais là, il y a un jour où je retourne sur la ligne 9 et le mec est là. J'étais avec Ro. Il s'approche un peu d'elle, pour ceux qui connaissent pas Ro, c'est une de mes bêtes de potes. Voilà, il y en a qui vont la connaître parce que j'ai voyagé avec elle pendant 2 mois en Inde. Je dis à Ro de se mettre à côté de moi, mais je suis en mode bouge de là et tout, genre c'est le mec qui m'a touchée. Et je regarde le mec et j'essaye de le prendre en photo. Malheureusement, c'était la période des masques encore. Donc il avait son masque. Donc je le prends en photo mais avec son masque. Je suis direct allée au commissariat porter plainte. Je me suis dit si je le fais pas maintenant je vais jamais le faire. Ou alors je suis rentrée chez moi mais j'y suis allée le lendemain. Le policier a un cœur d'amour parce qu'il était trop vénère. Le mec est trop vénère en mode mais pourquoi tu lui as pas mis une patate ? Et j'étais en mode bah mec... Enfin, c'est bien mignon, enfin toi t'es entraîné déjà à mettre des patates. Moi non, je sais pas me battre, je fous une patate, je sais pas comment le mec il va me déglinguer. Je suis même pas sûre de lui faire mal, je suis même pas sûre d'être assez rapide pour lui en remettre une
qui m'attrape le bras et qui me nique ma gueule. J'étais là, mec, c'est un peu facile pour toi de dire ça, mais... Et il était en mode, ouais, mais bon, il y a personne autour qui a dit quoi que ce soit et tout. J'ai dit, il y a personne qui a rien dit. Il me dit, mais ça aussi, ça me vénère de ouf et tout. Le mec était trop vénère. Il me dit, non, mais par contre, je te le dis, hein, moi, nous, dans ce commissariat, on prend les choses grave au sérieux et tout. Je crois que le commissariat a fermé depuis, donc I am sorry. Attends, faut que je branche mon ordi. Pour être honnête, c'était vraiment super agréable d'être écouté de la sorte, d'être cru de tout. Enfin, le mec, il a pris des photos, ils ont fait des recherches, mais ils avaient rien dans leur système. Il a dit, en gros, c'est bien que vous ayez porté plainte parce que nous, ça peut nous aider à l'avenir, en fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je le dis que c'est important de porter plainte. Ce que je disais avant, ça sert à quoi de porter plainte? C'est ce que je me disais. Aujourd'hui, c'est plus ce que je me dis parce que justement, c'est dans les systèmes. Et si ça réarrive et qu'on trouve le gars, il y aura plein de plaintes contre lui. Et aussi, ça permet, quand t'as porté plainte, si tu le revois, ça te permet d'appeler la police. Et c'est ce qu'il me disait, il me dit, si tu revois le mec, tu appelles la police. Donc c'est hyper important en fait de porter plainte parce que tu auras une trace si jamais le mec il récidive en fait. Il y a eu une autre fois aussi, et putain les mecs ils savent pas draguer quoi. Le mec il m'a suivi jusqu'à mon hall d'entrée pour me demander mon numéro. Et ça c'est un truc, ça m'a rendu ouf. En fait je rentre chez WAM, je suis dans mon hall. Ma porte, bah maintenant je ferme tout le temps ma porte. Il chope la porte tant qu'elle est ouverte et il commence à me dire que je suis trop belle, que machin. Je suis kéblo dans mon hall d'immeuble. Et je suis en mode c'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire le mec. Les mecs en grandissant ils ont besoin de cours, des do's and don'ts, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire. Le mec il est rentré dans mon hall d'immeuble pour me dire qu'il me trouvait jolie, qu'il m'avait vu dans la rue, il pouvait avoir mon numéro et tout. La peur que le monsieur m'a causée. Et j'étais en mode, mais c'est une dinguerie de faire ça. Espèce de gros bâtard. Lui, dans sa tête, il se dit pas que c'est un gros bâtard. Peut-être que pour lui, c'est innocent. Mais en fait, non, tu fais pas ça. Et c'est ça que les hommes, ils comprennent pas, c'est qu'il y a des choses à faire. Ils sont là en mode, ouais, mais du coup, comment on fait pour draguer une meuf? Parce qu'à la limite, tu veux juste demander le numéro. Mais en fait, les gars, si vous voulez draguer une meuf dans la rue, déjà, tu t'avances vers elle. Bonjour, comment ça va? Est-ce que t'as envie de discuter? Est-ce que, genre, j'ai envie de te poser des questions? J'ai envie de faire connaissance? Est-ce que t'es ok? Oui, non. Si c'est non, ok, pas de souci, bonne journée, mademoiselle, au revoir. Point barre. Le truc, c'est que quand on se fait draguer par des cums, on se sent toujours soit mal à l'aise de dire non, soit pas assez safe pour aller contre le mec, soit obligé de faire la conversation. En fait, il y a des gars, ils te traquenardent sa mère. Des fois, je dis non, c'est bon, genre t'inquiète, bonne journée. Il dit non, mais attends, mademoiselle, attends, on a à peine parlé et tout, 2 minutes, t'es pressé ou quoi? Mais vraiment, s'il te plaît, ferme ta gueule. Genre, si je te dis non, je vais pas te le répéter 15 fois. Ouais, ça fait que 2 minutes qu'on parle, mais c'est 2 minutes de trop. Je suis pas pressée, mais j'ai juste pas envie de te parler. Et ça, c'est le genre d'approche, ça pue sa mère. Laissez l'espace aux femmes. Il y a un mec, la dernière fois, ça m'a énervée. Je suis restée... Franchement, je reste toujours courtoise. Et c'est ça qui m'énerve, parce que franchement, j'ai envie de mettre des coups de boule. La dernière fois, bah, c'est là, le mois où j'étais là à Paname. Le mec, il vient me voir. Il me fait la discussion. T'es jolie. Franchement, je t'ai vue dans la rue. T'es trop belle et tout. Je suis là, ah, merci, merci, merci. Et j'avais mon nouveau pull ami avec un cœur. Et le mec, il approche son doigt de mon pull pour toucher. Surtout que, en fait, le cœur, il tombe, tu sais, soit sur ton sein, soit au-dessus de ton sein. Donc, il approche son doigt, genre de mon corps, pour faire « Ah, c'est joli, ça !» Je me suis reculée. En mode déjà à la base, réaction post-trauma. D'un mec qui arrive avec ses mains pour me toucher. C'est un peu du déjà vu chez WAM. Et le mec, il voit que je suis braquée. Il y a rien. Il est là en mode ah non mais je voulais et j'étais là mais on touche pas les gens, espace personnel. Les hommes aiment trop faire les vicoses en mode maintenant on peut plus draguer personne. Si tu peux draguer des gens, juste force pas la conversation, demande si la meuf elle est ok de faire la conversation, demande et si c'est non, bah c'est non et tu dégages. Et t'es pressé ou quoi? Alors je suis pas pressée, j'ai juste plus envie de voir ta gueule, c'est tout. Après, je dis pas, hein, il y en a, franchement, ils sont gentils. Hein. J'ai pas envie, là, dans ce podcast, de défendre les hommes. Je suis pas là pour ça, les hommes, ils m'ont fait la misère toute ma vie. Et je parle des hommes dans la rue. C'est trop. En fait, émotionnellement, je pense que ça a été beaucoup trop. C'était violent. En fait, toute mon adolescence, j'étais dans un mindset négatif. Et puis ensuite, à mes 17 ans, je suis partie à Caen pour mes études. Et à partir de là, j'ai essayé d'adopter un mindset un peu plus positif. Je suis devenue un peu plus positive, ce qui est un peu ma nature à la base. Et j'ai vécu plus tranquillement. Et puis c'était dans une ville étudiante, ce qui n'empêchait qu'il y ait des agressions et tout, hein, bien évidemment. Mais j'étais mieux dans mes baskets. Et ensuite je suis partie au Vietnam. Alors avant de partir au Vietnam, j'ai eu une consultation avec ma psy que je voyais quand j'étais au lycée, où je lui ai parlé un peu de ces choses-là et tout. Franchement, elle était au top. Je suis partie au Vietnam. Là, je partais loin. Et je savais pas si le Vietnam c'était safe ou pas. Je partais pendant 6 mois. Et franchement, le Vietnam c'est tellement safe pour les femmes. Je me suis jamais sentie aussi bien en tant que femme au Vietnam que quand j'étais au Vietnam. Ma caméra elle chauffe, super.
Je pouvais sortir en crop top, en culotte limite, il m'arrivait jamais rien. Franchement, c'était trop bien. Et c'est là où je me suis un peu libérée de ce truc, de le regard des hommes et tout. Franchement, en fait, j'ai aussi eu l'impression de grandir en étant observée, ce qui était le cas, parce que c'est un peu ce que ma pote m'a dit quand on s'était baladés toutes les deux. J'avais plus l'impression d'être observée, c'était grandiose. Partir au Vietnam, franchement, ça m'a fait le plus grand bien parce que je me suis sentie hyper en sécurité. Je suis partie en Thaïlande aussi, en Thaïlande trop safe, je me suis sentie trop bien, enfin... En Thaïlande, il y a vraiment pas de galère. Je me sens vraiment. Puis j'ai voyagé que dans des pays où je me sentais safe, genre la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong. Franchement, je me sentais au top de ma forme. En rentrant, je suis partie en Angleterre et en Angleterre aussi, c'est pas la même énergie. J'étais à Londres et je me sentais pas du tout observée de la sorte à cause de tout ce que les hommes m'ont fait subir toute ma vie dans la rue, le harcèlement et tout. J'ai détesté être une femme. J'ai aussi été harcelée sexuellement au travail. Mais putain, en fait, il y a trop d'anecdotes, les gars. Ça me dégoûte. Déjà, un cumé au taf, franchement, il m'a fait des avances. Je l'ai recalé. Je suis devenue la grosse connasse dans l'histoire. Il a été raconté à tout le monde que je couchais avec le mec d'à côté. Le mec d'un établissement à côté. C'était un enfer tous les jours. Genre, il était là, vas-y, baisse-toi. Vas-y, regarde, ramasse ce truc-là derrière. Comme ça, tu te baisses devant moi. Que des trucs comme ça. Les remarques pédophiles d'un autre collègue. Dès que je suis arrivée, j'avais 17 ans à ce moment-là. Il était en mode ah, j'espère que tu les aimes bien matures. Et j'étais là, mec, j'ai 17 ans et je viens de te dire bonjour, enchanté. Enfin, de quoi tu me parles? Un autre mec, quand j'étais en stage à Londres, c'était le VP Finance et c'était son pot de départ, il partait. Le mec, il m'a collé toute la soirée. Il me parlait de sa femme et de ses enfants à la base. Il a voulu rentrer avec Wam. Il m'attendait toute la soirée pour qu'on rentre ensemble. Et je savais pas comment l'éviter. Parce qu'en fait, je pouvais pas juste sortir d'un bar et sortir. Fallait prendre un ascenseur Enfin, on était dans un building, c'était un bar dans un building. Et il fallait prendre l'ascenseur. Et en fait, à chaque fois que j'allais pour prendre l'ascenseur, il venait et tout. Et c'est un collègue qui a capté ce qui se passait et qui est rentré avec Wam et qui m'a sorti de là. Et je lui ai demandé quelques jours après en mode... T'es parti avec moi parce que tu voulais partir à ce moment-là ou t'avais capté qu'il y avait un truc? Il m'a dit il était trop bizarre et tout. Il m'a dit j'ai senti qu'il y avait un truc hyper bizarre qui se passait. Et toi ça se voyait que tu savais pas où te mettre. Le mec partait en tour du monde avec sa femme et ses enfants quoi. Bref, voilà, aujourd'hui j'ai moins peur pour ma gueule parce que j'ai plus 14 ans. Donc je me fais pas autant draguer par des mecs et par les vieux pédophiles dans la rue. Parce que les mecs qui me draguaient dans la rue quand j'avais 14, 15, 16 ans, ils draguaient toutes les meufs de 14, 15, 16 ans dans la rue. Il y a des centaines de milliers de femmes qui pourraient témoigner du fait qu'elles se faisaient draguer quand elles étaient mineures et elles se font moins draguer en étant majeures. Et c'est absolument répugnant. Ça me dégoûte. Quand je repense à tous ces hommes qui m'ont sifflé, insulté, touché, suivi, abordé quand j'étais adolescente, ça me répugne. Et je ne peux que comprendre la moi adolescente qui vivait dans la peur, qui vivait en étant vénère contre tous les mecs, qui agressait tous les mecs qui osaient venir lui parler. Et franchement, la Hello d'aujourd'hui, elle a quand même beaucoup plus de patience. Et cette Hello vénère me manque quand même, parce que vraiment, j'agressais tous les mecs. T'osais me regarder, essayer de me draguer, j'étais là, quoi, qu'est-ce que tu veux? Mais j'étais là, genre, j'ai 14 ans, putain. Et je ne peux que comprendre les femmes qui le vivent mal et qui le vivent toujours mal aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu plus révoltée, comme vous avez peut-être pu le ressentir durant cet épisode. Je ne peux que comprendre les peurs de la Hello adolescente, en fait. Et en fait, je suis un peu désolée pour cet Hello-là. Si vous êtes parents aussi, si vous êtes parents et que vous tombez sur ça, les jeunes filles, généralement, elles parlent pas de ça. N'hésitez pas à leur dire que c'est ok de se confier par rapport à ça. Mais aussi, on se confie pas en tant que jeune fille parce qu'on veut pas inquiéter nos parents. Moi, toutes mes agressions, je les ai pas forcément racontées à mes parents parce que je voulais pas leur faire peur et je voulais pas qu'ils viennent mettre fin à ma liberté de pouvoir me balader dans la rue, par exemple, par peur qu'il m'arrive un truc. On n'en parle pas. Et on garde ça pour nous parce que c'est plus facile de garder ça pour nous que d'en parler. Quand t'es jeune, c'est aussi dur t'es vulnérable. Et c'est dur d'exposer ta vulnérabilité. Moi, j'étais vulnérable. C'était pas facile de vivre dans ces états émotionnels. Surtout à cet âge-là, quand t'es adolescent, tu sais, t'as pas du tout envie d'être vulnérable. T'es fort, tu crois t'as tout compris à la vie, que t'es adulte, que tu comprends mieux les choses que tes parents. Et du coup, tu te confies pas forcément à ce niveau-là, et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Parce que moi, par exemple, j'ai refoulé mes émotions qui sont ressorties plus tard, que j'ai essayé de combler de par ma consommation d'alcool, par exemple. J'ai aussi été forcée à des relations sexuelles, avec un consentement forcé. Ça aussi, je l'ai refoulé. Et vu que je savais pas comment en parler autour de moi, je me suis tournée vers l'alcool. Mais en fait, c'est important d'en parler. Parce qu'il y a forcément un moment donné où en fait ça va sortir, où les choses elles vont te rattraper, où tes émotions vont te rattraper, ton mal-être va te rattraper, ta peur, tes réactions traumatiques, ta colère, n'importe quoi. Moi je parle de colère parce que c'est l'émotion qui ressort le plus du coup, genre mes émotions
se traduisent en colère. Tes émotions, elles peuvent se traduire en eczéma, en endométriose, en plein de choses, en maladie. Ça a été prouvé que le stress avait un impact aussi sur la santé du corps. Toi qui perds tes cheveux, tu vois, aujourd'hui je comprends les émotions que j'ai ressenties en étant adolescente. Mais c'est important de les acknowledge. J'ai un mot dans la tête en français, mais je sais plus. Je l'ai au bout de la langue. C'est important de les adresser. C'est important d'adresser ces émotions, même si tu penses les avoir compris. Parce que les adresser, c'est pas la même chose que te dire ah ok, bah il y avait ça, bon ok, non. Comme je dis, c'est pas toujours bon de toujours se remettre en question et de toujours travailler sur soi. On est aussi là pour kiffer la vie et enjoy les moments de notre vie et de notre journée et de nos semaines et de nos mois et nos voyages. Mais parfois, c'est très important d'adresser ces émotions, ces traumas, ces expériences et tout ce qu'on a vécu pour être sûr qu'il n'y a pas des émotions qui ont été refoulées, des traumas qui ont été refoulés, parce qu'il y a un moment, ça te rattrape. Et ça te rattrape par le cou et c'est pas drôle. J'évite de toujours me remettre en question parce que ça casse les couilles et qu'on n'a pas envie de faire ça et qu'on a envie de kiffer. C'est pour ça la semaine prochaine, le podcast sera plus fun et je vous raconterai ma première histoire d'amour. Mais si vous pensez qu'il y a des choses, c'est dur d'adresser les choses, ok? C'est dur de se tourner vers un psy. C'est bien de se tourner vers un psy, mais c'est dur. C'est dur de parler de ses vulnérabilités. C'est dur de parler des choses négatives qui nous sont arrivées. C'est dur de parler des moments où on s'est retrouvé faible. Moi, je me suis retrouvée faible trop d'années dans ma vie, en essayant de compenser et en étant une enfant turbulente après et qui me faisait remarquer après. Mais c'est important d'adresser ces choses-là, comprendre nos émotions, comprendre nos réactions et évoluer de la manière la plus saine possible. Donc, si jamais il vous est arrivé des... Mais même si c'est des trucs où vous dites c'est de la merde comparé à d'autres, il y aura toujours pire dans la vie et il y aura toujours moins pire. Mais ce qui est important, c'est comment les événements vous ont marqué vous. Moi, mon agression du mec qui m'a touché sous mes vêtements, au début, je ne racontais pas cette agression parce que je me disais, vas-y, c'est rien en vrai. C'est rien parce qu'il y a des meufs, elles se font violer sur un parking par 4 gars. Il y a des meufs, elles se font frapper. Et moi, je me dis, bah vas-y, tu vois, c'est juste une agression qui a duré 15 secondes et voilà. Et j'osais pas en parler parce que j'avais honte de à quel point ça m'avait impacté et à quel point ça m'a impacté sur les années, alors qu'il y a des meufs qui vivent pire. Mais les gars, les filles, faut vraiment pas avoir honte, même si vous avez l'impression que vous avez rien vécu comparé à d'autres femmes. Ce qui est important, c'est comment ces choses-là vous ont impacté et d'adresser la manière dont ça vous a impacté. Toute agression, quelle qu'elle soit, quel que soit le degré de gravité selon vous, en fait c'est quand même grave. Ça n'aurait pas dû arriver, ça reste une agression. C'est comme, il y a des meufs, ce qui est normal, je pointe pas du doigt, qui n'acceptent pas le fait qu'elles se sont fait violer parce que c'est juste un mec qui les a doigtées sans leur consentement. Ça reste un viol. Et même si c'est pas, violent physiquement, dans le sens où il y a pénétration forcée, les mains attachées, machin, comme on peut imaginer un viol archi-violent, en fait, ça reste un viol. Même si c'est un mec qui vous a doigté sans votre consentement, vous vous réveillez et il y a un mec qui est en train de vous doigter, c'est un viol. Alors même si selon vous, c'est pas violent physiquement, ça reste violent. Et ça reste sans le consentement, et c'est à adresser, c'est porter plainte, c'est en parler autour de vous, etc. Ne vous laissez pas juger la gravité de ce qui vous est arrivé. Comme moi, j'ai pu le faire, ou j'ai pu juger de la gravité de mon agression en me disant vas-y, en vrai c'était rien, trop la honte de raconter ça et de dire que ça m'a trauma, c'est juste un mec qui a foutu les mains dans mon t-shirt et qui m'a agressé en me plaquant contre le mur. Et je vous jure, j'ai passé des années en me disant je peux pas raconter ça, et j'avais honte de raconter en mode ça m'a mis dans le mal, tellement je me disais mais en fait il y a tellement pire, les gens ils vont faire bon ok, il y a un mec qui t'a touché les seins, vas-y passe. Mais non, en fait, j'ai beaucoup de mal dans toutes mes agressions à aller porter plainte, mais portez plainte, tournez-vous vers vos amis et surtout ne jugez pas la gravité de votre agression et acceptez votre vulnérabilité. C'est dur à l'instant T, c'est hyper dur d'être vulnérable, vraiment c'est trop dur. Et moi ça m'a mis des années, donc qui suis-je là sur un podcast d'1 heure pour vous dire vas-y faites-le. Mais sachez que c'est ok. Et toute personne qui réagit bizarrement quand vous leur racontez une agression ou quoi que ce soit, ou du harcèlement ou quoi que ce soit, généralement c'est des personnes qu'il faut sortir de votre vie. Parce que moi j'ai entendu des histoires de mecs qui réagissaient bizarrement quand leur copine leur disait qu'elles avaient été violées, ça dégage. Ou alors tu te fais agresser par un mec et ta pote elle reste amie avec le mec, elle dégage. Et voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis sûre que je vais réfléchir et je vais me dire putain t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça. Mais bon, c'est la magie d'un podcast, c'est qu'il y a un épisode chaque semaine, donc je peux rajouter des trucs. Si jamais vous savez pas comment trouver des psys ou machin, vous savez pas comment commencer, dans la description de mon épisode sur la dépression, l'anxiété avec ma copine Anna, j'ai mis plein d'infos en description. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Même si c'était déconstruit, ça reste moi en fait. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet un peu plus light. Zoupi guys, love you.